Ce sont deux projets de loi qui ont été ratifiés par les parlementaires togolais à cette troisième séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2022, tenue ce jeudi 17 mars au siège de l'Assemblée nationale. Il s'agit des projets de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves adoptée le 18 mai 2007 à Nairobi et le projet de loi autorisant la ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge signé le 11 novembre 1988 à Londres. En lançant les travaux de cette séance plénière, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawatiega Digbondi, a relevé le rôle majeur ainsi que l'apport du secteur maritime dans le développement économique du pays. Ainsi, face aux défis et enjeux du trafic maritime devenu plus croissant ces dernières années, il était nécessaire de prendre des dispositions sécuritaires, non seulement pour la protection de l'espace maritime togolais, mais également pour le renforcement de son arsenal juridique. La ratification donc de ces protocoles devront dès lors permettre au Togo d'améliorer son attractivité et par conséquent devenir un hub logistique et un centre d'attraction dans la sous-région. Une ambition portée par l'axe 1 du Plan national de développement, PND. Par le vote de ce jour, l'Assemblée nationale montre son intérêt pour les questions maritimes, car les lois votées permettront à notre pays de renforcer tout le corpus juridique dont il dispose en matière de localisation, de signalisation et d'enlèvement des épaves, de sécurité des navires. Honorables députés, Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, je voudrais réitérer mes remerciements à la représentation nationale pour le travail qu'elle abat, afin de permettre au gouvernement de jouer pleinement sa mission d'application des lois, notamment des conventions maritimes auxquelles notre pays est parti. Au regard de l'importance accordée à l'économie bleue dans l'axe 1 du Plan national de développement qui vise à faire de notre pays un hub logistique, un centre d'affaires de référence dans la sous-région. Notre pays, fidèle à ses engagements internationaux, doit se doter d'instruments juridiques adéquats afin de jouer son rôle de transit maritime. Conscient donc de l'apport du secteur maritime à l'économie nationale, c'est à l'unanimité que les députés ont voté les deux projets de loi à l'invitation des différents présidents de groupes parlementaires. Les projets de loi de ratification qui sont soumis à notre étude attirent notre attention en ce moment où notre planète est confrontée à des crises multiformes. Ainsi, pour répondre à une période d'incertitude mondiale, nous devons faire preuve de plus d'audace pour trouver des solutions appropriées aux problèmes rencontrés par nos États et celles de nos populations en quête de certitude de vie. C'est pour ces raisons et au vu des avancées majeures observées dans ces tests, nous demandons à nos députés NET-PDP de voter favorablement pour ces deux projets de ratification. Au vrai, cet instrument permettra à notre pays d'assurer la sécurité de la vie humaine et des biens en mer en empêchant des excès de chargement et prévenir les conditions atmosphériques menaçant l'équilibre des navires. Au regard de tout ce qui précède, j'invite notre groupe parlementaire à se prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves et celui autorisant la ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Les deux tests ne présentent pas d'inconvénients de nature à soulever des réserves particulières à notre niveau comme parti d'opposition parlementaire. J'invite donc les députés du groupe parlementaire URC à voter favorablement. Le commissaire du gouvernement à cette séance, en saluant ce vote unanime des parlementaires, n'a pas manqué de relever les efforts enregistrés par le Togo en faveur du secteur maritime. Il a par la même occasion relevé les défis actuels auxquels fait face le secteur. Mesdames et messieurs les honorables députés, je crois que c'est toujours un plaisir lorsque nous franchissons le seuil de votre assemblée de voir que vous êtes en phase avec le gouvernement dans sa volonté de faire de notre pays une grande nation maritime et de faire de notre pays un hub logistique. Ces lois sont des instruments attractifs pour tous les opérateurs économiques
intéressé par l'industrie maritime et portuaire togolaise, marquée ces dernières années par la construction à grands coûts d'infrastructures portuaires conformément à la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Faure Essaouzouana Gnassingbé. La loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves et celle autorisant la ratification du protocole à la Convention de 1966 sur les liens sales seront d'une grande utilité pour le développement de l'industrie portuaire togolaise. Le gouvernement vous donne le gage qu'il jouera pleinement sa mission par l'application de ces lois et de leurs tests subséquents. Et je suis convaincu du soutien que la représentation nationale lui apportera dans son engagement à faire appliquer les conventions maritimes que le Togo a souverainement ratifiées. La ratification de ce protocole par le Togo sur les lignes de charge ainsi que son adhésion à la Convention de Nairobi sont le résultat de l'engagement du gouvernement à promouvoir le secteur maritime et à en faire un secteur stratégique de développement économique. La situation épidémiologique et vaccinale toujours au cœur de cette rencontre hebdomadaire de la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 avec la presse. Selon la coordination, le Togo continue d'enregistrer une baisse considérable des cas de contamination. Pour cette semaine, 31 nouvelles contaminations ont été observées avec 0 décès. La semaine d'avant, nous avons noté 44 cas. La semaine dernière, 30 cas dans la semaine. Et cette semaine, 31 cas pour cette semaine. Tout en sachant qu'il y a des jours où nous avons eu 0 cas. Tout en sachant aussi que la plupart des cas que nous notons, c'est des cas qui viennent des voyageurs de l'aéroport. Ce qui veut dire que à l'intérieur, les cas commencent par rentrer dans l'ordre, mais il y a des cas qui viennent de l'extérieur qui peuvent se multiplier. Et aussi, depuis 3 semaines, on n'a pas noté de décès. 0 décès. Et c'est la conséquence des hospitalisations. Et depuis quelques jours, il n'y a pas de cas hospitalisés au CHR Lomé Commune. Abordant la question de la vaccination, le coordonnateur Djibril Mohamed s'est réjoui de l'accélération du processus avant d'inviter les populations à intensifier et à poursuivre leurs efforts pour vaincre définitivement le virus dans notre pays. Cette vaccination, si on regarde ceux qui ont eu une seule dose depuis le début, nous tournons autour de 38% de la population cible pour les 18 ans et plus. Mais pour les 12 et 17 ans, on tourne autour de 6,7%. Pour ceux qui ont eu les 2 doses, ils représentent autour de 28% de la population cible et contre 0,25% pour 12 et 17 ans. Il y a encore les vaccins, donc nous devons encore accélérer la vaccination pour vraiment définitivement se protéger contre les formes graves et aussi reprendre aisément les activités. Autre sujet évoqué à cette rencontre est le relâchement des mesures barrières. Le coordonnateur tire ici la sonnette d'alarme et invite la population à une prise de conscience vis-à-vis de la maladie. Ce que nous remarquons ces derniers jours, il y a un laisser-aller généralisé, comme si nous avons déjà tourné la page de la pandémie. Actuellement, en Europe, en Asie, les cas remontent. Et qu'en Israël, il y a un cas qu'on appelle un cas inconnu, qui serait une combinaison entre Omicron et BA2.
Occasion également de rappeler aux responsables de boîtes de nuit et de bars d'insigne que ces lieux de loisirs et de distraction restent pour autant fermés malgré l'allègement des mesures restrictives, faute de quoi ils seront sévèrement sanctionnés. Voici les 3 membres du premier bureau du cadre permanent de concertation CPC. Ce bureau a été mis sur pied ce mardi à cette deuxième rencontre de l'année 2022 entre le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités territoriales, Payadoa Boukwesi, avec les différents acteurs de la politique togolaise. C'est un bureau de 3 membres qui a à sa tête directement du parti politique Nouvel Engagement Togolais, NET. Les 2 autres membres du bureau sont Paco Madjouvi, indépendant, Adrien Akouete-Beleki, du parti politique Convergence Patriotique Panafricaine, CPP. La mission de ce bureau est de coordonner toutes les activités du CPC. Les questions de ce bureau vont être prises en compte de façon collégiale. L'une des missions du CPC, c'est bien entendu évacuer les propositions du CNAP. C'est déjà un motif d'espoir parce que toutes les formations représentatives du paysage togolais est là. Et donc je pense que si on part sur cette bonne base, on peut régler tous les problèmes qui ont été d'une part soulevés par le CNAP. Mais aujourd'hui, on a aussi les problèmes liés à la santé, les problèmes liés à l'environnement, les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à l'économie. J'ai entendu certaines personnes parler de la vie chère. Le bureau est connu. Ces acteurs politiques ont promis toucher pendant 3 mois toutes les questions relatives à la politique, à l'économie et au social. Et tout ceci se fera dans l'esprit d'écoute, dans l'harmonie et dans le consensus pour le mieux-être des populations. Nous saluons la mise en place de ce cadre parce que c'était une exigence. Donc il faut que nous ayons cette culture du dialogue qui nous permet de discuter. Même si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais nous avons l'occasion de discuter et ce cadre, il était nécessaire et fondamental. Nous attendons que beaucoup de sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour puissent connaître un esprit d'ouverture de la part du régime qui ne fasse pas bouche fine et qu'il concède. Ce cadre est le cadre idéal pour discuter des questions politiques et de poser tous les problèmes de nature politique. Nous nous réjouissons que certains partis de l'opposition extra-parlementaire nous aient rejoints. Nos attentes, puisque la mise en place de ce cadre était une de nos priorités pour cette année, nous souhaitons que tous les problèmes de nature politique, économique ou sociale qu'il y a, notamment la cherté de la vie et toutes ces autres questions, puissent être abordés dans ce cadre-là pour qu'on puisse trouver des solutions pour soulager les populations. Avec la mise sur pied du bureau, tout est donc fin prêt pour la reprise effective des travaux prévus en avril prochain. Il y a de cela un mois que le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres du 5 janvier 2022, a adopté un décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Un décret dont l'objectif était de limiter les spéculations souvent pratiquées dans notre pays et en particulier dans le Grand Lomé, tout en tenant compte de la nécessité de préserver les investissements réalisés par ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à améliorer l'offre de logements disponible. Les débats suscités par le décret laissaient des commentaires dans tous les sens au sein de la population. C'est donc dans le but de mieux situer celle-ci sur le contenu de ce présent test avant son application effective que cette conférence de presse à l'initiative du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a été organisée ce mardi avec les hommes de médias. La caution dans le nouveau décret, c'est la somme que verse le preneur avant d'entrer en possession des lieux loués. Et cette caution servira donc à couvrir la dégradation de l'immeuble occasionnée par le preneur à la fin, n'est-ce pas, du bail. Par contre, la garantie de loyer servira, plafonnée à 3 mois, c'est le montant que le preneur doit verser à l'entrée des lieux loués. Et la destination, n'est-ce pas, de la garantie est donc de couvrir principalement les mois de préavis. Ce décret, qui surtout vient préciser les obligations désormais à la charge du bailleur et du preneur, s'inscrit dans la logique de résoudre les différends qui surviennent très souvent entre ces deux acteurs. Pour cela, des dispositions réglementaires allant dans l'avantage des deux parties ont été prévues. Le premier élément, c'est la liberté que laisse le texte pour le bailleur de fixer le prix de son loyer en fonction des investissements de la loi de l'offre et de la demande. Le texte prévoit des modalités plus simplifiées d'expulsion d'un locataire insolvable.
le texte prévoit également la possibilité de fixer librement les échéances de paiement du loyer. Et le texte prévoit aussi la possibilité pour le bailleur de retenir la caution et la garantie pour effectuer des réparations issues des dégradations qui auraient été causées par le locataire. De ce point de vue, je pense que c'est un texte qui garantit les droits des propriétaires. S'agissant du preneur, il faut dire que d'abord, le texte plafonne la caution et la garantie à 3 mois au maximum. Le texte également fixe les modalités de révision du prix, ce qui donc préserve le locataire des révisions intempestives du prix. Le texte proscrit un certain nombre de clauses, notamment les clauses liées qui mettraient la responsabilité sur le preneur, et donc finalement le texte protège le preneur contre l'abus éventuel du bailleur. En cas de dysfonctionnement ou de non-respect des clauses inscrites dans les textes du décret, la loi prévoit des mesures. Quand le preneur éprouve des difficultés à honorer son engagement, par exemple 1 mois, il peut demander donc au bailleur de brûler, comme on dit, 1 mois, avec obligation pour lui de combler, n'est-ce pas, de combler ce qu'il aura brûlé. S'il ne le fait pas bien, il enfreint au règlement, et cela peut permettre au bailleur d'enclencher la procédure de résiliation parce qu'il aura manqué à un de ses engagements. Il est à rappeler que le gouvernement, dans sa feuille de route 2020-2025, en grande partie consacrée au social, prévoit la construction de 20 000 logements pour les populations.